bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de novembre. Le mois de novembre, ça a été un mois vraiment long. Moi, j'ai pas l'habitude que ça soit long comme ça. J'étais même du genre à m'obstiner avec les gens qui disaient « Ah, le mois de novembre, c'est tellement épouvantable, tout le monde file pas bien. » Moi, c'était comme un de mes mois préférés de l'année, étant donné que c'est ma fête, mais c'était aussi la fête de plusieurs personnes importantes dans mon entourage. Fait que ça passe toujours vite parce que tu passes d'un party à l'autre, puis c'est ça. Mais là, cette année, rien de tout ça n'a eu lieu, évidemment. Fait que c'était long. Toutefois, je pense que j'arrive à trouver une espèce de confort dans cette genre de routine. Tu sais, ça fait 10 mois qu'on est là-dedans. Tu sais, tu anticipes tes fins de semaine en disant que tu iras pas voir personne pis tout. Fait qu'on dirait que ça finit par être pas si mal, mais j'avoue que c'était long. C'est vraiment long et je suis probablement pas la seule à penser ça. Au mois de novembre, j'ai lu 12 livres. J'avais prévu d'en lire 15 pour le défi Québec en novembre de Karine Minier du blog Mon Coin Lecture. Mais c'est ça, je n'ai lu 12. C'est vraiment bon parce que je pensais que j'en aurais lu comme peut-être 8 ou 9 vu que j'étais pas si motivée que ça. Mais ça a bien été. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer catégorie par catégorie et vous dire mon opinion sur chacun des livres que j'ai lus. Évidemment, il y a 3 catégories que je n'ai pas fait, mais je pourrais mettre des livres qui comptent dans 2 catégories pour vraiment toutes les avoir fait. Là, rendu là, ça change absolument rien. J'ai quand même réussi mon défi parce que j'ai lu que du québécois pendant un mois. Il y a 4 livres dont je vais pas parler dans cette vidéo-ci parce que j'ai fait mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge où je parlais de 3 de ces livres-là et j'ai fait une vidéo consacrée à Nirlit de Juliana Léveillé-Trudel. Donc, je pense que j'ai pas d'autres nouvelles affaires à vous dire sur ce livre-là, fait qu'on va y aller. Pour la première catégorie qui était On jase de toi, j'ai lu Les Falaises de Virginie de Champlain. C'est un livre que je voulais lire dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Dans ce livre-là, on va suivre une protagoniste. Là, vous savez que j'oublie les noms. Fait que une protagoniste qui apprend au début que sa mère est décédée et elle va se rendre en Gaspésie, d'où elle vient, où sa mère est morte en fait, pour ramasser en fait les choses de la mère. Mais tout ça va remettre en question sa relation, mais aussi sa mère était très mystérieuse. Puis il y a quelque chose qu'elle essaie de comprendre de cette femme-là. Puis elle va découvrir en fait des informations sur sa grand-mère. Mais elle va rencontrer aussi la voisine qui va lui être d'un grand support pendant l'épreuve du deuil. Dans la deuxième partie, elle va comme décider de suivre un peu les traces de ses ancêtres, étant sa mère et sa grand-mère, et de retourner sur le lieu qui les a bouleversés, leur a fait prendre des décisions importantes dans leur vie. Ce lieu-là se trouve en Islande, fait qu'elle va être un genre d'exil pendant quelques mois. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le style d'écriture, j'ai aimé suivre les pensées de la personnage principale. J'ai aussi aimé suivre cette dynamique-là, mère-fille, grand-mère. Là, ça, j'aime vraiment ça quand tu rentres dans les familles comme ça. Puis j'ai aimé l'espèce d'exil en Islande, là, ça m'a fait un peu voyager. C'est un livre qui fitait tellement en novembre, là, tu sais, c'est un peu... c'est grisâtre, c'est comme mélancolique, je trouvais que ça fitait vraiment. Puis c'était une super découverte, là. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Pour la catégorie L'Amérique qui pleure, fallait lire un livre engagé et moi j'ai lu La Nef des sorcières d'un collectif d'autrices dont je vous ai parlé dans ma vidéo du bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc vous pouvez aller voir mon avis sur cette lecture-là. Je vais mettre le lien dans le i et en barre d'infos. Troisième catégorie, c'était Grand Champion. Fallait lire un livre qui avait gagné des prix et moi j'avais choisi Ne sommes-nous pas québécoises de Rosa Pires, publié chez les éditions du Remue-Ménage. J'en ai aussi parlé dans la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Je n'ai rien lu dans la catégorie Arnaque qui était littérature autochtone malheureusement. C'est sûr que je pourrais mettre Nirlit parce que ça se passe en territoire autochtone, mais comme c'est pas vraiment une autrice issue de la communauté, je me sens pas trop à l'aise de le mettre. Fait que malheureusement, j'ai rien lu. C'était pas une super idée de mettre un essai dans la catégorie parce que j'adore tout ce que j'ai lu à date en littérature autochtone m'a rejoint, m'a touché. Puis c'était des lectures très faciles.
Puis moi, je me suis mis un essai. Tu sais, j'aurais dû aller dans quelque chose de facile. Tu sais, Naomi Fontaine, mettons, que j'aime full. Je l'ai pas faite. Fait que je l'ai pas lu, cette catégorie-là. Pour la catégorie Tu m'aimes-tu, c'était un livre qui parle d'amour, de toutes sortes d'amour. Et moi, j'avais Nearlit de Juliana Léveillé-Trudel, dont j'ai parlé dans une vidéo la semaine dernière. Pour Martin de la Chasse-Galerie, qui était une lecture de science-fiction, fantasy, fantastique, j'avais mis Alice de Patrick Sénécal, qui est la version en BD. Je l'ai passée à mon père, fait que je l'ai pas avec moi. Mais je vous en ai aussi parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Prochaine catégorie, c'est Fracture du crâne, un livre qui aborde la diversité. Et j'ai lu Le brunissement des baleines blanches de Boukhar Diouf, qui est un auteur issu de la diversité culturelle. J'en ai parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Vous pouvez aller voir ça. Catégorie Pluto, qui était un classique ou un roman québécois publié avant les années 2000. J'avais choisi de lire Paul à la campagne de Michel Rabagliati. Je n'ai pas fait cette lecture, malheureusement, mais je pourrais décider de faire compter La Nef des sorcières dans cette catégorie-là parce que c'est un classique et c'est aussi publié avant les années 2000, donc je pense que ça fonctionne. Si vous entendez des petits grésillements, c'est que mon chéridou est en train de me faire une soupe, ben de faire de la soupe, pas juste à moi, là, mais c'est ça les petits bruits. Place de la République, c'était un livre qui avait traversé les frontières. Moi, j'avais choisi Le livre où la poule meurt à la fin de François Blais. C'est un album jeunesse qui m'avait été recommandé par une de mes amies. Elle disait que c'était vraiment bon, c'était très absurde. Puis c'est effectivement le cas. J'ai vraiment aimé ça comme album. Dans le fond, on suit une poule, on s'attache un peu à elle. Elle est très dans le capitalisme, là, elle s'achète des affaires, puis elle fait plein de choix de vie parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Tu sais, c'est une poule d'élevage, là. Puis, c'est ça. On finit par la trouver quand même drôle. Et à la fin, ben, elle meurt. C'est pas violent, là, du tout comme livre. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à travailler avec des enfants. Pas des jeunes enfants, mais mettons comme 8-10 ans, 10-11 ans. Genre, il y a quelque chose de très intéressant à faire avec cet album-là. Puis, je le recommande aussi. Ça a été comme un coup de cœur, 4 étoiles sur 5. Parce que j'aurais vraiment aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Nos joies répétitives, il fallait lire le tome d'une série, soit en commencer une ou continuer une série qu'on avait déjà entamée. Moi, j'avais choisi de lire le 4e tome de la série Marianne de Marie-Hélène Gérard, publiée chez les éditions Victor et Anaïs. Quelle déception! S'il y en a qui ont vu le live que j'ai fait avec Maps et Karine la bouquineuse un peu plus tôt cette semaine, j'en ai parlé un peu de ce tome, mais il a l'air que c'était pas bien. Comme je vous le dis déjà, 1 étoile sur 5 à ce tome-là. Dans le fond, Marianne, on suit le quotidien d'une adolescente de 16 ans. Au début, dans le premier tome, on fait sa rencontre et elle rencontre un garçon, elle tombe en amour, évidemment. Ça va très très vite, mais ça a vraiment, tu sais, l'ambiance de roman jeunesse que, tu sais, moi je lisais quand j'étais plus jeune. Ça va, tu sais. 2e tome, là, c'est comme leur relation à elle et Philippe, leur relation d'amour qui commence et tout. Puis ça fonctionne encore. Parce que je suis pas le public cible, je sais que des trucs qui m'agacent fonctionnent avec les plus jeunes, comme le fait qu'il y a trop d'action, tu sais, on rentre pas vraiment dans l'intériorité des personnages, puis que c'est vraiment plus comme une écriture rapide dans l'action, justement. Mais ça m'agace, mais c'est pas assez pour que je décroche. 3e tome, on commence à être dans la relation de Philippe et Marianne un petit peu plus profondément, les premières fois. Il y a toujours aussi en background quelque chose de full dramatique qui se passe avec sa meilleure amie, tu sais, qui vit de la violence familiale, là, dans ça, c'est assez intense. Puis aussi, elle reçoit des genres de menaces d'une personne random là, dans la vie, mais ce qui est aussi gossant, c'est que de tombe en tombe, la situation avec la personne extérieure s'aggrave, mais on n'a jamais de rappel de qu'est-ce qui s'est passé dans le premier tome. Parce que dans le premier tome, elle a comme surpris quelqu'un en train de battre une autre personne dans le background d'une vidéo qui était en train de tourner, parce que Marianne est aspirante youtubeuse. Le 3e tome, spoilers, sautez quelques minutes, là, je vais vous le dire, je vais vous l'écrire jusqu'à temps, mais le 3e tome finit, puis on apprend que Marianne est enceinte. 4e tome, ça commence, et
elle est enceinte. Quand elle l'apprend, quand elle le dit à son chum il est genre « Oh my God, meilleure nouvelle à vie, nanana, je veux le garder. » Puis tout. Puis là, tout le long là, de cette prise de décision-là et de conscience qu'elle est enceinte, il y a genre des messages anti-avortement, là. Pas écrits clairement, là. Mais on sent que genre, c'est sûr qu'elle va jamais prendre cette option-là. Là. Tu sais, puis juste dans les tournures de phrases comme « Ce bébé m'a choisi », il est là pour une raison, je dois comprendre cette raison. Je sais pas comment le dire, là, j'aurais aimé avoir l'exemplaire, mais je l'ai déjà retourné à la bibliothèque. Mais c'est ça, il y a vraiment des messages, genre, très... moi, je n'endosse pas ces messages, vraiment pas. Puis je trouvais que ça avait pas été abordé de façon très habile. Comme, j'ai pas eu vraiment l'impression que Marianne, elle avait le choix, là. Genre, c'était comme... Son père, il était genre, si tu gardes le bébé, tu pars de chez nous. Sérieux? Genre, je sais que ça arrive, là, ce genre de choses, malheureusement, mais comme, je pense que c'est plus des exceptions que la règle, là. Je pense que les parents, en général, vont essayer de soutenir leur enfant dans cette épreuve, parce qu'en s'entend 16 ans, c'est quand même une épreuve, là, de vivre une grossesse. Puis, là, c'est là que ça commence à décaler, là. Déjà qu'il y a des messages anti-avortement, tout se passe tellement trop vite, là. Hey, le gars était supposé partir dans le Grand Nord, finalement, il dit que non. La page après, c'est son shower de bébé. Comme... deux événements full importants dans sa vie, là. Elle apprend que finalement, elle sera pas toute seule pour élever l'enfant, puis elle a son shower de bébé, genre back à back, là. C'est comme, peux-tu slacker sur les actions? Autre chose, c'est que il y a comme... Quand elle... Oh, c'est un autre spoilers. Quand elle annonce qu'elle est enceinte, sa sœur annonce qu'elle est enceinte au même moment. Mais elle, c'est d'un viol. C'est comme pas de trigger warning, là. C'est juste dit de même. Et là, Marianne a fait des liens, là, très obscurs, mais elle a fait des liens entre ce qu'elle avait vu dans le premier tome puis le fait que sa sœur est enceinte. Je vous jure, là, je riais en lisant ça. J'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens comme livre. Comme, tout ce qui me gossait depuis le tome 1 dans l'écriture, là, c'était exacerbé, puis il se passe, ça juste, c'est tellement faible comme récit, là, on reste vraiment dans les stéréotypes, puis c'est vraiment comme, il y a trop, tu sais, fais le tri dans tes idées, là. Il y en a trop. Il y a trop d'affaires. Tu peux pas avoir une fille de 16 ans qui est enceinte. Sa sœur est enceinte en même temps parce qu'elle a vécu un viol. La fille, Marianne, elle vit du harcèlement puis du, tu sais, genre de, comment ça s'appelle, le blackmail, là, genre elle se fait menacer par des personnes qu'elle connaît pas. Sa meilleure amie se fait violenter par son père. Son chum s'en va dans le nord, finalement il va pas dans le nord, mais là sa mère est morte, mais là c'est difficile de faire le deuil, mais ça va pour le deuil. C'est comme... Puis évidemment, c'est une adolescente, fait qu'elle a des problèmes de communication avec ses parents, genre, pas que tous les adolescents vivent ça, mais quand même, ça revient souvent dans la littérature. Fais le tri. Tu peux pas avoir 4 tomes de 150 pages puis avoir toutes ces pistes narratives-là, là. C'est trop. C'est trop. Genre, choisis-en une, puis c'est pas obligé d'être over the top, là, ce qui se passe avec, tu sais, moi je trouve qu'on là, on devient un peu dans la fantaisie tellement qu'il se passe d'affaires, là. Je suis pas capable d'être politically correct parce que justement, je trouve que le texte, tu sais, le message anti-avortement n'est pas politically correct, puis je suis pas capable de juste faire comme, ouais, mais tu sais, il y a des bons points à ce livre-là, genre non, juste lisez pas ça, là. Comme, perdez pas votre temps avec cette série-là. Moi, je l'avais lu parce que j'aimais bien Tellement Mom. Là, il y a ce qui se passe avec elle. Au-delà de ça, là, l'histoire est pas incroyable. Là. Genre, c'est vraiment pas génial. Fait que je vous recommande pas, Marianne. Pour la catégorie J'aurais voulu être un artiste, il fallait lire un livre qui parle d'art. Et moi, j'avais choisi Albert l'artiste de Joaquin Kemp. C'est un album jeunesse. En fond, on suit un petit chien qui s'appelle Albert. Il vit sa vie d'artiste, il essaie de produire son art et tout. Et son art, c'est un peu ses caca.
c'est ça un peu que je me rappelle de l'histoire. Honnêtement, ça m'a pas tant marqué. J'ai pas trouvé que c'était incroyable comme livre. Tu sais, c'est correct, là, mais je pense que c'est un livre que tu loues à la bibliothèque. Mettons que tu le lis les 3 semaines que tu l'as, puis après tu le retournes, puis c'est ça. Genre, c'est pas un livre marquant, c'est pas un livre, je pense, qui mérite tant l'investissement. Peut-être, là, parce qu'il est très beau. Mais, tu sais, comme dans ta bibliothèque, là, il est rose fluo et tout. Mais, c'était pas mon style. C'est ça, disons ça comme ça. Fait que c'est genre 3 sur 5 ou 2,5 sur 5. Ensuite, pour la catégorie Dans la nuit qui tombe, fallait lire un roman noir, polar, suspense. Et moi, j'avais choisi de lire Cruel, qui est un recueil de nouvelles sous la direction de Fanny Demeule et Christelle Bertrand, publié chez Tête Première. Donc, dans ce recueil de nouvelles-là, on s'attarde surtout à des femmes cruelles, à qu'est-ce que c'est la cruauté au féminin. J'avais choisi de lire ce livre-là pour mon défi personnel que j'avais en 2020, qui était de lire un recueil de nouvelles. J'ai vraiment aimé ma lecture de Cruel. Il y a certaines nouvelles qui m'ont rien fait, d'autres qui continuent à m'habiter, dont celle sur les mamans. Il y en a une qui parle plus de la maternité. Je me rappelle pas c'est quoi le nom, là. Je suis vraiment pourrie, mais celle-là, je l'ai vraiment aimée. Il y a aussi celle de Olivier Sylvestre, qui est Sylvie, qui est une femme qui prend soin des gens, mais qui décide de un peu virer de bord, tu sais, d'être un peu malveillante. Ça, j'ai trouvé ça très original. Il y en a comme peut-être 3-4 que j'ai vraiment aimé. Mais la dernière, qui était celle de Patrick Sénécal, vraiment pas aimée. J'ai trouvé ça très cliché, très mal écrit aussi. Fait que ça, j'ai été déçue. Mais je trouve que ça vaut la peine. J'aurais pas pensé... Moi, je sais pas, en prenant ce livre-là, Cruel, je m'étais dit, ça va être surtout, des affaires de sang puis de torture, là. Je pensais à ça, comme cruauté, puis j'ai trouvé ça très intelligent, la façon que ça a été amené, tu sais. Puis c'était pas juste, genre, on va être cruel de façon psychologique, parce que, les filles, on est plus dans la communication, là. Genre, non. C'est allé un petit peu en dehors de ça. Fait que j'ai apprécié, puis justement, il y avait une espèce de... Des fois, la cruauté se mêlait à l'envie, à la jalousie, puis ça, je trouvais ça très intéressant à suivre. Ça m'a vraiment parlé comme recueil de nouvelles, je le recommande, mais c'est comme d'habitude dans les recueils de nouvelles, c'est inégal d'une nouvelle à l'autre, et aussi les styles d'écriture changent tellement que c'est difficile à dévorer, mettons, comme livre. Mais c'était bien. C'est comme un... Je pense que j'avais mis 3,5 sur 5 parce que pour l'ensemble du recueil. Pour TQ, fallait lire quelque chose, un roman ou un album jeunesse, et moi j'avais choisi Simone sous les ronces de Maude Nepveu-Villeneuve et Sandra Dumais, publié chez Fonfon. Dans Simone sous les ronces, on va suivre une jeune fille qui vit de l'anxiété. L'anxiété est représentée par les ronces et... plus une situation est anxiogène, plus il y a de ronces qui la recouvrent. J'ai trouvé que la métaphore était super bonne. J'ai trouvé ça super doux comme lecture par rapport à l'anxiété. Il n'y avait pas beaucoup de... C'était pas comme essayer donc de comprendre que les personnes anxieuses vivent, là. C'était pas ça. C'était plus... C'était vraiment destiné aux personnes qui vivent de l'anxiété. Puis, je pense que ça peut être, si vous avez des enfants anxieux dans votre entourage, je pense que ça peut être vraiment le fun d'avoir une discussion sur ça. Même à la fin, il y a des pistes de discussion sur l'anxiété, puis sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi tes solutions à toi pour couper tes ronces, qu'est-ce que tu utiliserais comme image à la place pour parler de tes ronces à toi. C'était vraiment, vraiment bien. Ça, c'était un 4,5 sur 5 comme album jeunesse. Finalement, pour la catégorie Balade à Toronto, j'ai lu Skim de Mariko Tamaki et Gillian Tamaki, que j'ai tellement aimé. Dans le fond, dans Skim, on suit une fille qui s'appelle Kim et qui est un peu genre une adolescente... très intéressée par les sorcières, la Wicca, très réservée. Elle a de la difficulté à se faire des amis, même ses amis sont ordinaires. Puis on apprend éventuellement qu'elle a de l'attirance pour son enseignante d'art dramatique. Puis il y a des parties que, est-ce que c'est elle fabule? Est-ce qu'elle voit des signes qui sont là ou qui sont pas là? Ou est-ce que vraiment, genre, la professeure d'art dramatique, elle est ouverte à cette relation-là? Finalement, c'est ça, il y aura comme
Il y a aussi, au début du roman, de la BD, il y a aussi le suicide d'un enfant, d'un adolescent en fait, de l'école. Puis Kim, elle va pas comprendre comment les autres réagissent. Tu sais, elle voit tout le monde essayer de comme apporter du support, créer une espèce comme un comité, ça s'appelle le comité pour la vie, puis c'est genre pour célébrer la vie, puis pour pas que les gens soient en dépression et tout, mais elle-même est en dépression, puis elle est comme, mais voyons là, il y a d'autres façons de voir les choses. Elle trouve ça ridicule, cette façon-là de s'organiser, puis je sais pas, moi je pense que je suis plus d'envie du côté de ceux qui essaient de trouver des solutions, puis des fois c'est un peu de la positivité négative, là, tu sais, toxique un peu, là, genre quelqu'un qui essaie trop de que tout soit beau, puis qu'il y en ait pas de problème, mais tu sais, t'as le droit d'avoir des problèmes, t'as le droit de les exprimer, t'as le droit de trouver que c'est dur, puis c'est ça, quand les gens essaient de faire taire la négativité en essayant d'être trop positif, ben des fois ça crée des espèces d'exclusion, tu sais, de gens, et malaise, fait que j'ai trouvé ça vraiment bon pour ça, pour l'atmosphère, j'ai adoré il me semble que c'est tout croche comment je l'explique, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé cette BD-là. Moi, c'est vraiment ma découverte littéraire. Les cousines Tamaki, je les aime vraiment. Je veux tout lire ce qu'ils font. J'aime vraiment leur illustration, j'aime leur point de vue sur les choses, je les trouve originales. Puis Skim, c'était définitivement une excellente lecture. Encore là, qui fit full bien avec l'ambiance mélancolique de novembre. Peut-être aussi c'est pour ça que ça m'a comme moyen. Tu sais, j'étais genre pas hop la vie en novembre. Ben, c'est peut-être aussi mes lectures qui étaient pas toutes hop la vie, mais ça m'a fait du bien, genre, de retrouver ça un peu. Puis pour Skim, c'est genre 5 sur 5, là. J'ai vraiment aimé ça. Et il me reste une catégorie que j'aurais pu mettre n'importe quel livre que je vous ai parlé. Donc, c'était la catégorie n'importe quoi. J'avais prévu de lire Bleu Sexe les Gorilles, qui est un recueil de poèmes de Jean-Christophe Réel, mais je ne l'ai pas fait. Je le ferai plus tard dans l'année. Mais voilà, c'est ce qui conclut mon point lecture du mois de novembre. J'espère que vous l'avez apprécié. J'ai l'impression que je vous ai juste référé à plein de vidéos tout le long, mais c'est ça. J'ai quand même parlé de nouveaux livres. J'espère, c'est ça, que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à commenter. Et sur ça, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!